c'est dans cette ambiance un peu devenue de plus en plus électrique qu'il y a eu c'est comme ça qu'on peut expliquer les assassinats. Évidemment, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore élucidé, on ne connaît pas jusque-là qui a fait quoi, mais en tout cas, on sait très bien que c'est une tendance salafiste djihadiste et qui avait trouvé la complaisance, je dirais. Je ne suis pas juge pour pouvoir dénicher dans quelle est la responsabilité de chacun, mais en tout cas, elle a trouvé de la complaisance, et ce qui fait que l'ambiance tunisienne, c'est-à-dire d'où ces moments de doute, ces moments de pessimisme, parce qu'on ne savait plus quand est-ce que cette phase va se terminer. Donc, il a fallu un moment très important, c'est surtout après le deuxième assassinat qu'il y a eu le retrait des députés démocrates qui se sont retirés de l'Assemblée pour faire un sit-in devant l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle le sit-in de Rahil. Donc ils ont demandé à ce moment-là que c'était un moment de grande tension, en plein été, en plein mois de Ramadan, donc il fallait en finir, il fallait faire tout pour que ce gouvernement soit obligé à réviser son plan, son agenda, et revenir c'est-à-dire à régler cette question de transition. Donc, on va où? Donc, est-ce qu'on va continuer de cette manière-là? Donc, le premier assassiné le 6 février, le second le 25, et quand est-ce qu'on... C'est-à-dire, donc, c'est dans cette ambiance très chaude, a été suivie partout, donc en plein été, la solution a été trouvée par un terme très cher à mon collègue et ami Mohamed Nechi, c'est le compromis. Donc on est arrivé à un compromis qui a vu l'intervention, grâce à l'intervention très forte, tout d'abord de l'Union générale des travailleurs tunisiens, donc c'est la société civile, c'est la quintessence de la société civile tunisienne, et qui s'est entourée de ce qu'on appelle le quartet, la Ligue des droits de l'homme, l'Union du patronat, donc l'UTICA, et le Conseil des avocats. Donc c'est autour de ce quartet que toutes les parties en présence ont été amenées à un dialogue national qui a abouti à une feuille de route comportant donc la formation d'un gouvernement de technocrates avec pour objectif principal la tenue d'élections. Et c'est à ce moment-là, pour la première fois, qu'on va avancer donc, dans un processus qui n'est plus dirigé, même si l'Assemblée, la demande première c'était de dissoudre l'Assemblée constituante. L'Assemblée n'a pas été dissoute, mais par contre le gouvernement a été remplacé, et troisième élément, c'est l'accélération de la rédaction de la Constitution. Et cette Constitution a été en fait en quelques mois, alors que la transition a duré 3 ans. La Constitution a été faite entre les mois de novembre et elle a été ratifiée le 27 janvier 2014. Donc c'est une constitution, bien sûr, comme toutes les constitutions, c'est un texte. Évidemment, il y a beaucoup d'avancées, mais en même temps, dans les différents articles, il y a l'ambivalence est restée, puisque c'est un texte qui est le fruit de compromis, mais l'essentiel que cette constitution, réellement, elle est une avancée. Peut-être on allait espérer une constitution meilleure, mais de toute façon, aucun pays ne peut s'arrêter dans ses constitutions, des textes qui peuvent être révisés, mais l'essentiel qu'il a essayé de faire une synthèse au maximum, donc, pour retenir tous les acquis de la Tunisie, aussi bien durant la période de la lutte pour l'indépendance que durant la période de l'État national, et de même que l'on a ajouté, je parle du domaine que je connais le plus, ce que j'ai montré dans ma communication hier, c'est qu'il y a des articles clairs concernant, par exemple, les libertés académiques.
les libertés académiques, les libertés d'expression, la liberté de conscience. Donc ce sont des acquis majeurs. Évidemment aussi, ça a entraîné aussi au niveau de la composition, de la répartition du pouvoir, au niveau de l'exécutif, la place qu'occupe le Parlement, également, surtout, pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, il y a un organisme de recours constitutionnel, c'est-à-dire le tribunal constitutionnel. Donc, ce sont des avancées importantes et en même temps, c'est-à-dire qu'on a confié à un gouvernement formé de technocrates la mission de nous faire arriver à des élections. Évidemment, il y a beaucoup d'autres points que comporte la feuille de route. Évidemment, on ne peut pas dire que le bilan du gouvernement technocrate a été... c'est aussi le rapport de force également. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'Assemblée, les forces qui détenaient la majorité sont restées là, même s'ils ne sont plus au gouvernement. Évidemment, elles ont fait des pressions. Mais on peut dire que cette phase de transition, il a fallu, donc c'est vrai que à comparer donc, la scène, ou bien tout ce qui se passe dans les pays du monde arabe, évidemment, là, on peut parler d'une exception tunisienne, mais toujours entre guillemets, parce qu'on attend que le processus se termine, on ne sait pas. Donc, mais on peut dire qu'il y a des signes positifs pour que cette transition puisse se terminer. Le premier moment, c'était les élections du 26 octobre, donc les élections législatives, qui ont, disons, changé, en résumé, donc si on veut résumer, évidemment, ça a changé le rapport des forces au niveau du nombre de sièges, même si le recul le recul du parti islamiste ne correspondait pas au niveau des espérances ou bien des espoirs qu'on attendait, disons, au moment, surtout au niveau des grands rassemblements qui sont opérés durant l'été 2013, puisque ça a donné, le premier parti, c'est le parti Nida Toulouse avec 86 sièges, le deuxième, le parti islamiste avec 69, le troisième parti, c'est un parti, le PL, j'en reviendrai tout à l'heure, et surtout l'émergence d'un front populaire auquel appartenaient Mohamed Brahmi et Choukri Belaïd, qui a pu avoir 15 députés. Donc c'est une configuration, donc on peut dire, d'une avancée du parti moderniste, mais en même temps donc qui n'a pas la majorité, parce que la majorité c'est 109 sièges, donc il n'a eu que 86. Le deuxième parti, c'est toujours c'est le parti islamiste, mais avec un affaiblissement, si on compte qu'il avait dans l'Assemblée précédente, il avait 90, donc on est passé à 69, et avec troisième et quatrième force, et de loin, qui n'ont pas la même, c'est-à-dire beaucoup moins important. Donc déjà, ça pose des problèmes dans une telle configuration. Comment former un gouvernement si on n'a pas une majorité, ou bien il n'y a pas d'alliance claire qui peuvent faire un gouvernement viable, c'est-à-dire qu'il y a une majorité, comment on dit, majorité pouvant au parti gagnant donc de gouverner donc avec aisance. Donc c'est ça le premier problème sur lequel va se greffer les élections présidentielles. Au démarrage, nous avons eu 71 candidats. Vu après le triage, etc., donc il ne sont restés que 27, déjà beaucoup, 27, et des 27, il y en a eu à peu près la même configuration, sauf que le deuxième parti, qui est le parti islamiste, alors il se faisait prévaloir d'être le premier parti, donc le coup qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas présenter de candidat. Donc nous avons une situation un peu bizarre. Le parti qui se disait être le premier parti ne présente pas de candidat, et donc ce qui a permis à une situation, alors officiellement, au
cours de ce premier tour, il s'est dit qu'il n'avait pas de candidat, mais en réalité, les élections ont donné des choses normales pour le parti Nida Tounes, qui avait eu 42% au niveau des législatives, il a eu 39% au niveau des présidentielles, donc c'est à peu près le même cas de figure au niveau des votes. Pour le deuxième qui a passé le premier tour, Monsef Marzouki, donc officiellement il s'est dit qu'il se présentait comme indépendant, mais en réalité il est le chef historique, c'est le fondateur du parti CPR, c'est-à-dire le Congrès pour la République, qui a eu au niveau des législatives 2%, équivalent à 49 000 voix. Il se trouve avec, à la suite de ce premier tour, avec 1 090 000 voix et avec 33%. Toute la question, d'où est-ce qu'ils sont venus, c'est 30%. Et c'est-à-dire que c'est... il y a une situation, donc, au niveau des élections, quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est au niveau de ce qu'on appelle au niveau des sciences politiques, il y a des reports. Donc, il y a un parti, probablement le parti qui est le deuxième, c'est tout en ayant une position officielle d'avoir la même distance, à égale distance par rapport à tous aux 27 candidats, mais en réalité, c'est probablement, je ne sais pas, c'est difficile de pouvoir le prouver, mais en tout cas, il faut expliquer d'où sont venus à peu près 1 million de voix. Donc, il est fort probable que ce sont les islamistes qui ont voté pour Monsef Marzouki, avec d'autres groupes ou d'autres partis ou bien associations qu'on a vues durant les élections, la campagne électorale. Le troisième groupe, c'est à peu près la même configuration, troisième et quatrième, c'est l'UPL, l'Union libre et populaire libre, et le Front populaire qui a eu aussi donc un nombre, donc il a vu le nombre de son électorat augmenter, se doubler c'est-à-dire pour ces élections présidentielles. Donc voilà ce que nous avons à l'issue du premier tour, donc deux candidats, le chef de Nida Tounes, Beji Qaid Sebsi, et le chef ou bien du parti du CPR, même s'il se dit être donc un candidat indépendant, mais en réalité, ça se joue, ou bien, c'est-à-dire l'avenir du pays, les élections vont se décider à travers les partis ou bien les personnes qui sont derrière les deux candidats ont réussi à avoir le premier et le second, la seconde place. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, Nahda n'a pas, paraît-il aujourd'hui et demain, donc ils vont décider de la position qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont maintenir la même position qu'ils ont prise au niveau du premier tour? On va voir. Tout porte à croire, je pense, qu'ils ne vont pas déclarer de la même façon qu'ils l'ont fait, même s'il y a d'autres facteurs qui sont entrés en jeu cette semaine, puisqu'il y a eu l'entrée en exercice de l'Assemblée des représentants du peuple, Majlis Nouab Sha'b, et qui ont vu apparaître une nouvelle configuration, puisque le président de l'Assemblée, Mohamed Nasser, appartient à Nida Tounes. Le second, c'est Abdel Fattah Moul qui appartient à Nahda. Est-ce que le prélude d'une alliance, d'un rapprochement, d'un arrangement qui pourrait se prolonger ou se traduire, est-ce que Nahda va s'éloigner de Marzouki au niveau du deuxième tour? Tout cela, ce sont des choses qu'on ne pourrait vérifier qu'au soir du 21. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, que cette transition, c'est-à-dire, on peut dire qu'elle est arrivée, malgré le retard, est arrivée à terme, ou elle est en train d'arriver à terme, non sans douleur.
contrairement à certains analystes, ce n'est pas parce que Nahda est devenu un parti modéré, même s'il est, c'est-à-dire qu'il a changé, qu'il est en train de changer, qu'il est en train de devenir pragmatique, c'est grâce à, c'est-à-dire à toute la vigilance exprimée par la société civile tunisienne, par un changement de rapport de force, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la situation qui est née des élections de 2011 s'est traduite par la formation d'un seul pôle, c'est le pôle de la Troïka. Au terme des 3 années, ça a permis qu'il y ait un autre pôle qui est formé par Mideh Tounes et qui a permis un rééquilibrage de la situation politique, de la scène politique entre 2 grands partis. Et dans une situation où il y a une bipolarisation, évidemment, les chances des autres partis deviennent moindres. Donc c'est cette situation qui l'équilibre un peu de la terreur, mais malgré tout a permis de sauver la Tunisie. Il y a eu des morts, et non des moindres, donc c'est pas une question de chiffres. Donc la Tunisie n'est pas habituée, parce que c'est vrai, il y a eu des assassinats. De même que la situation est difficile, puisqu'il y a des groupes au niveau des frontières, la frontière tuniso-algérienne, et surtout en provenance de Libye. La situation qui n'est pas encore stable ou stabilisée en Libye ne permet pas de dire que même si la transition a réussi, on ne peut pas dire que tout est terminé. Donc la situation est encore fragile et que, évidemment, il faut espérer donc, savoir raison garder, puisque la semaine dernière aussi, nous étions dans une situation tendue, puisque tout est permis, les rumeurs et les fausses batailles ou bien les fausses déclarations peuvent engendrer une période de tension, parce que l'interprétation des chiffres peuvent donner lieu à des interprétations qui peuvent, à des rumeurs en faisant dire à tel ou tel candidat qu'il a donc, qualifié tous les autres électeurs comme étant des terroristes, ou bien le Sud est porteur d'un projet conservateur, que tous les observateurs disent que de telles déclarations n'ont pas été faites, mais ils peuvent être interprétés, et ce qui explique, encore une fois, même si le rôle du dialogue national, du quartet, donc on avait dit après les élections que son rôle est terminé, il est revenu à la charge pour inviter les partis en présence c'est-à-dire à se calmer et se préparer au second tour. Nous espérons qu'il se passe comme les élections législatives, comme le premier tour des élections présidentielles, qu'il se passe dans un calme et que le succès, donc, avant tout, donc, ce qui importe, c'est le succès de cette seconde et dernière phase de cette opération électorale qui s'est faite dans une valse à 3 temps, donc, puisqu'il y avait le 26 octobre, le 23 novembre, et espérons qu'elle se termine le 21 décembre. Donc, et que la Tunisie entame de cette manière-là, même si les séquelles de la période antérieure seront très importantes, même si la situation sécuritaire ne sera pas, nous espérons qu'on se donne ainsi avec le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement, le nouveau parlement, on se donne toutes les chances pour entamer la phase sérieuse, parce qu'on peut réussir la transition, mais on peut échouer au niveau, parce qu'il s'agit là de relever le défi. Le défi, c'est de dépasser toute la période de dictature, toutes les causes sociales qui avaient entraîné le changement qui a eu lieu, ou bien c'est-à-dire la fuite du dictateur. Donc tout cela, toutes les raisons qui ont justifié cette révolution de décembre 2010, janvier 2011, donc il s'agit maintenant d'œuvrer, de répondre aux grandes questions d'ordre social, parce que c'est une révolution avant tout, une révolution sociale, une révolution pour plus d'égalité, plus de justice, plus d'équilibre entre les régions. Tout ce chantier-là, tout ce programme-là, c'est maintenant
qu'on va commencer, et l'avenir va dépendre de dans quelle mesure le nouveau pouvoir, le nouveau gouvernement va s'atteler réellement à résoudre et d'une manière concrète montrer qu'il n'y a pas lieu d'être déçu de ce grand changement, parce qu'en fait, aussi, tout le monde dit que depuis 3 ans, on n'a rien vu d'autre que les prix augmentés, que le chômage n'a pas été du tout résolu. Ce sont les vrais problèmes, parce que la démocratie, ou bien ces différentes phases électorales, ce sont des outils permettant à passer à la phase pérenne et de commencer à ce moment-là, parce que ça ne veut pas dire que les problèmes vont être résolus, mais en tout cas, la question du pouvoir va être résolue, puisque nous serons en régime démocratique. Il y a lieu de donner le pouvoir pour 5 ans à un parti ou à un groupe de partis pour mener la situation dans le bon sens. S'il n'arrive pas à le faire, il y aura d'autres élections pour choisir d'autres personnes, d'autres partis et réussir donc, la mise. Donc voilà un peu, ce sont des éléments, donc j'ai essayé de donner quelques éléments pour comprendre un peu la situation qui n'est pas détachée, les élections, ce n'est pas un élément détaché par rapport au reste, c'est la suite d'un processus, c'est la fin, ils vont marquer la fin de la transition qui aurait duré de 2011 à 2014, et nous espérons donc que la Tunisie réussisse ou bien entame à partir de là, donc ça, la vraie marche pour résoudre les grandes questions pour lesquelles il y a eu cette révolution ou bien tous ces morts, tous ces blessés, ils l'ont fait pour améliorer la situation. La situation, au niveau économique, au niveau social, elle est catastrophique. Mais c'est à partir d'aujourd'hui qu'on va espérer, qu'on puisse espérer, une fois cette stabilité politique, une fois revenue et acceptée, parce qu'il y a des résultats d'élection, c'est à ce moment-là, et à partir de maintenant, qu'on va s'atteler à résoudre ces problèmes-là, mais ça va prendre du temps, donc, parce que ça ne va pas se faire. Voilà, donc ce sont des éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, en introduction, un débat, et je suis là pour échanger, vous écouter et apprendre de vous-même, chacun, j'imagine, à sa propre appréciation de cette situation en Tunisie. Merci. Merci beaucoup, Slavdi. Alors, moi, j'ai toujours, en sciences sociales, j'ai toujours un faible pour les historiens. Parce que si vous voulez, en sciences politiques ou en sociologie, on a tendance un peu à aller à l'immédiat, à essayer d'analyser telle que la situation telle qu'elle se présente. Et ici, nous avons eu droit à une vision un peu à long terme par rapport à la révolution, bien évidemment. Nous avons eu les éléments qui ont été les plus importants, qui ont eu lieu au cours de cette transition démocratique et qui nous permettent aujourd'hui de comprendre où nous en sommes maintenant par rapport à cette transition. Alors, je ne vais pas moi-même donc développer des idées nouvelles parce que l'exposé était très riche et nous avons eu quand même des informations précises sur la manière dont les choses se sont déroulées. Je dirais tout simplement qu'au cours de cette transition démocratique, que ce soit avant les élections de 2011 ou après les élections de 2011, et jusqu'à maintenant, il y a 2 éléments qui ont été relevés, bien évidemment, et qui me semblent essentiels et qui sont peut-être une garantie pour l'avenir. Le premier élément, c'est le rôle et l'importance et le dynamisme de la société civile qui a eu à chaque fois, donc elle a su s'opposer, intervenir au bon moment pour faire face, alors indépendamment si vous voulez, des gouvernements, mais qui a su faire valoir donc son point de vue et notamment s'opposer à certains choix qui auraient pu être néfastes pour la Tunisie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je crois, et qui vont ensemble en fait, hein. Le deuxième élément, c'est le rôle des masses médias qui ont, au début de la révolution, c'est-à-dire de la transition démocratique, ont souffert
du pouvoir en place, mais qui ont réussi, bon an mal an, à trouver une ligne directrice pour pouvoir faire le travail normalement. Et donc, cette liberté dont on a parlé au début, de liberté d'expression, liberté de conscience, ce sont des acquis fondamentaux. Alors, ils sont prévus par la Constitution, mais la Constitution, comme on l'a dit, n'est qu'un texte juridique et tout dépend des rapports des forces, tout dépend de l'évolution du pays, pour voir si vraiment on va respecter ces acquis ou pas. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, deuxième élément que je voudrais souligner, et là, c'est tout simplement pour entamer le débat, et probablement on a discuté un peu dans la voiture, mais pour que notre invité nous donne son point de vue, la première chose qui a un peu inquiété les Tunisiens, alors je parle d'abord des élections législatives. La première chose, on a vu donc les résultats, 86 sièges pour l'IDEC 11, 69 pour Ennahda, il y a une certaine polarisation de la scène politique tunisienne. On ne peut pas considérer le résultat de Ennahda comme un échec. Ce n'est pas un parti qui a été laminé. C'est vraiment, d'une certaine manière, quand on entend tout ce qu'on a dit et que ce gouvernement, ce Troïka a fait, on peut considérer que Ennahda sort vraiment, le parti sort gagnant de ces élections-là. Deuxième élément, on a un parti ou un mouvement qui est très jeune et qui maintenant n'a même pas fait son congrès, si vous voulez, et qui devient le premier parti du pays. Alors, avec aussi la possibilité, il va y avoir des élections, on a eu les élections présidentielles au premier tour, le président de ce parti, donc Beji Caid Essebsi, arrive en premier, et une des inquiétudes de certains Tunisiens, c'est de dire que, voilà, et ça a été aussi, bien évidemment, cet argument a été instrumentalisé par d'autres partis, en disant que ce parti risque quand même de devenir hégémonique, pour être un peu soft, mais certains disent qu'il y a un risque pour que ce parti incarne le retour de... Voilà, incarne le retour de l'ancien régime et une mainmise sur les institutions et sur l'appareil de l'État. Et donc, finalement, on n'est pas sorti de l'auberge. On peut revenir en arrière. Et donc, je crois que M. Kasdan, il peut nous éclairer sur cette question-là. Alors, il y a des éléments nouveaux par rapport à ce qui s'est passé cette semaine-là. Donc, les élections, la première séance de l'Assemblée du Parlement, et que là, on a élu, donc on s'est mis d'accord, est-ce que c'est un compromis, est-ce que c'est un arrangement, ça a été posé, mais là, quand même, il y a des éléments qui, probablement, donnent des indices par rapport à ce qui va se passer pour les élections présidentielles. Mais rien n'est joué là aussi. Donc voilà, ce sont quelques éléments de réflexion. On vous cède la parole. Allez-y, si vous avez des questions, vous avez des commentaires. La seule chose, donc, essayez d'être bref pour que tout le monde puisse s'exprimer et librement, bien évidemment. Voilà, il y a un monsieur qui prend la demande la parole. Je crois qu'on va pouvoir m'entendre sans micro. Oui, mais parce que vous allez être enregistré, monsieur, comme ça. Vous allez être enregistré, comme ça, on a votre... Mais moi, étant donné je m'intéresse à beaucoup de choses, et plus particulièrement au contexte de l'Amérique latine, j'ai voyagé là-bas. Alors, les problèmes tels que vous les avez exposés ici, je ne comprends pas trop bien, quoi. À part le parti islamiste, on sait ce que c'est, donc, et tout. Mais l'autre parti dont vous avez parlé, qui fait 89%, moi je ne sais pas. 89 sièges. Oui, 89 sièges, excusez-moi. Excusez-moi, 89 sièges, je ne sais pas bien ce que c'est pour un parti, si c'est un parti de gauche, de droite, du centre, ou situé politiquement, parce que moi, je dis toujours,
On parle toujours de démocratie.